Donc l'an dernier, vous avez présenté le département R&D qui allait naître. Donc on a parlé Big Data, on a rappelé un peu dans quel univers on allait se mouvoir. Et donc là, cette année, on va exceptionnellement, parce que comme vous le savez, ceux qui essaient de nous tirer vers le nez, à la R&D, on est un peu secret, parce que on touche à des produits de demain, et donc on doit garder le secret, on reste secret, mais exceptionnellement aujourd'hui, on vous ouvre un petit peu les portes de notre laboratoire. Juste à bienvenue. Je permets juste d'intervenir pour ceux qui ne connaissent pas encore. Comme j'ai dit tout à l'heure, on dépense beaucoup d'argent dans la R&D. On s'est fixé un objectif qu'on vous expliquera un petit peu plus tard, mais un objectif d'un outil qui devrait être révolutionnaire dans les années 2017, à peu près, ça devrait prendre en compte. Donc Moonwork va devoir construire son offre commerciale pour être prêt en 2017, et la R&D va amener des technologies, des approches, des innovations qui vont permettre en 2017 d'être vraisemblablement le leader sur le marché, mais avec une solution qui sera, on l'espère, une convenue. Donc on a une vraie vision d'entreprise avec des outils ultra intelligents, et ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de nous montrer si on peut toucher un peu, sans savoir ce qui va se passer, mais toucher un petit peu le travail qui est effectué aujourd'hui. C'est bon? Donc bien sûr, tout ce qui va être dit ces prochaines minutes doit bien évidemment rester dans le cadre de l'entreprise, puisqu'on parle quand même d'une visite d'un labo top secret. Donc préparez-vous et bienvenue dans le laboratoire. To understand how something works, you must first take it apart and unravel its secrets. Only then can you build something better. The process is called reverse engineering, and in the near future, corporations will rely on it to gain access to their competitors' secrets. Donc bienvenue dans notre laboratoire. Il y a quand même pas mal de nouvelles têtes. Je vais me permettre de rappeler, de situer un peu le contexte de notre programme R&D. Notre programme R&D sur 3 ans, l'objectif pour nous c'est de construire la fusée à horizon 2017. Je me basais sur un schéma qui est très connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Life Cycle du groupe Gartner. Gartner, c'est une énorme entreprise américaine dans le consulting, toutes les nouvelles technologies. Chaque année, ils placent sur cette courbe l'ensemble des nouvelles technologies et des technologies émergentes sur cette courbe. Donc on a d'abord toutes les technologies informatiques ou pas, qui sont fraîchement sorties, avec des brevets, etc., mais pas encore exploitées. Les médias s'en emparent, ça monte. Tout le monde s'attend à ce que ça révolutionne le monde. Beaucoup de gens investissent, notamment des startups. Ensuite, c'est le gouffre des désillusions. On redescend, une startup qui
ferment boutique. Ceux qui continuent et les meilleurs à investir dedans vont réussir à passer le cap et à sortir les produits de demain. On ne s'est pas du tout basé sur ça pour investir dans la R&D, mais il s'avère que Gartner valide déjà le fait que dans la R&D, on va toucher à 5 de ces matières. On touche à tout ce qui est IoT, donc Internet of Things, toute la partie objet connecté, Opco. Nous, on va travailler dans l'univers de la data science avec toutes les données, notamment des collègues de données citoyennes, open data, tout un tas d'autres choses. Et on va travailler dans ce qui s'appelle le machine learning. Machine learning, c'est des gros algorithmes qui permettent, notamment l'intelligence artificielle, on en voit beaucoup dans des films, aux machines d'apprendre par elles-mêmes. Et ensuite, tout ce qui est analyse vraiment beaucoup plus poussée. Donc tout ça, c'est vraiment notre quotidien avec Cyril et on avance dans un univers qui est la data science. Qu'est-ce que la data science? La data science, c'est la science du 21e siècle. On est en train de vivre une révolution scientifique et je pense qu'on n'en vit pas à toutes les générations, voire pas à tous les siècles. Lors des siècles lumières, on en voyait beaucoup émerger, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une nouvelle science émerger. Une des très connues, c'est tout ce qui concerne l'astronomie et des gens comme Kepler qui ont mixé toutes les lois de la physique, la gravité, etc., les observations des astres et la connaissance de la science éveillée de la Terre, donc plutôt de la SVT. Et ils ont commencé à s'intéresser aux astres et à rentrer en se disant je ne fais pas vraiment des maths, je ne fais pas vraiment de la bio, c'est pas vraiment de la physique, et en fait c'est une nouvelle matière, ça s'appelle l'astronomie. Et des émergences comme ça de nouvelles sciences, on ne pense vraiment pas tous les 4 matins, et la data science en fait partie. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une nouvelle ère scientifique, une nouvelle matière, et une des preuves flagrantes, c'est qu'à ce jour dans le monde, il n'existe aucune formation diplômante autour de la data science. Vous ne trouverez pas avant 5-6 ans, vous ne trouverez pas un ingénieur en data science diplômé dans la plupart des grandes écoles. Il y a une seule école pour le moment dans le monde, qui s'appelle Berkeley, qui est en Californie, qui a créé un micro-programme de formation sur 10 semaines, permettant de se former au machine learning, justement, on en parlait tout à l'heure, et également avec un outil de pointe qui s'appelle Apache Spark et qui permet de traiter des gros volumes de données. Bon, il s'avère que dans le monde, il y a 2 personnes qui sont diplômées, c'est 100% de l'équipe R&D, et on est diplômé de cette fameuse formation unique au monde pour le moment. Votre fait du fait que c'est vraiment la science du futur, hein, enfin, on est dedans, mais la science du présent en tout cas, c'est qu'il n'existe aucune méthodologie officielle. On n'a pas de loi physique, la gravité, les théorèmes, etc., sur lesquels se baser et lancer notre train. On avance dans l'inconnu, donc ça peut faire peur à certains, c'est pour ça que la plupart des entreprises qui investissent, c'est des Google, c'est des IBM, c'est des Oracle qui ont des millions d'euros ou de dollars à investir. Et il y a des moins gros comme Movework, qui gardent la tête sur les épaules, mais qui s'affranchissent de toutes les barrières qui puissent exister. Pour nous, il n'y a pas de limite, les barrières sont là pour être franchies ou être contournées. Donc on fait vraiment, en toute objectivité, partie des pionniers du domaine de la data science dans le monde. On y arrivera, on n'y arrivera pas, en tout cas on va donner les moyens pour y arriver. Data science, un petit peu, pour être un peu plus précis, c'est la rencontre entre 3 compétences qui existent déjà, mais qui créent vraiment de nouvelles matières. Des compétences informatiques, des développeurs capables de dialoguer, de jouer avec l'informatique, des compétences en mathématiques et en informatique, des gros algorithmes, des gros outils statistiques, et une expertise métier. Une expertise métier, c'est par exemple le domaine du multi-service, connaître les problématiques de nos clients, les problématiques terrain, des RC, ou de ce genre de personnes, et vraiment maîtriser les contraintes d'un programme ou une population de métiers inconnus. Il y a énormément d'écueils dans les pionniers de la data science, y compris chez Google, ou dans les grosses universités comme Princeton, puisque c'est difficile de trouver des personnes qui maîtrisent ces 3 compétences. Souvent, ils n'en maîtrisent que 2. Si je prends un expert dans la pharmaceutique et un expert en maths et en statistique, je me trouve dans le domaine de la recherche traditionnelle. Trouver les médicaments de demain pour lutter contre le cancer, pour améliorer les espérances de vie de l'humanité, ce genre de choses. On est vraiment dans la recherche traditionnelle. Pour les gens qui maîtrisent les compétences informatiques et mathématiques, on est vraiment dans l'univers du machine learning, ils arrivent à créer de nouveaux algorithmes, et c'est vraiment dans la recherche très fondamentale, on n'est pas dans la R&D, on est vraiment dans la recherche pure, et on a du mal à raccrocher à un univers connu, et donc à des clients, parce qu'on est vraiment dans la partie entreprise pour nous.
Et enfin, ceux qui maîtrisent uniquement ces deux compétences-là, bon, bah, des experts en milieu financier, des experts en système informatique, soit c'est des gentils, du white hat, qui vont essayer de sécuriser les réseaux, si c'est des black hat, donc ils vont essayer de les attaquer, et quelques données. Donc vraiment, nous, on est au centre de ce cercle. Pour le moment, on est trois, la R&D, Patrick, Cyril et moi-même. Patrick et moi-même, depuis quasiment le début de Mouvoir, on a commencé à acquérir un certain niveau de compétences, de connaissances du terrain et de nos clients, et également grâce à tous les retours qui sont centralisés par les feedbacks qui nous sont remontés. C'est pour ça que c'est vraiment, y compris sur les slides de Rex, on a vraiment excessivement besoin dans la R&D pour continuer à garder cette expertise métier dans le domaine du service, mais aussi dans les futurs secteurs qu'on va attaquer. Et Cyril et moi-même, on est ingénieurs en génie mathématiques et informatique. Ça tombe bien, ingénieur maths. Ça tombe bien, maths et informatique, on en a besoin. Donc vraiment, on est petit, on n'est pas Google, mais on a les trois compétences, on est vraiment armé pour se lancer dans la data science. La data science, il y a data dans ce mot-là, donc on est dans le big data, parce qu'il y a énormément de data, et c'est vraiment le carburant de la data science. Est-ce que pour situer aussi le contexte, je vais rappeler un peu les données uniquement ouvertes qu'on a accumulées à ce jour, depuis, en effaçant pour le moment en 2015, qui apparaîtra un petit peu après. En 4 ans, sur les 4 premières années de vie du groupe Mouvoir, on a joué avec pas loin de un peu plus de 43 000 employés, presque 37 000 sites et presque 11 000 comptages. Donc ça commence à être un beau volume d'informations pour nous. 11 millions. 11 millions, pardon. Oui, les maths. Et en 2015, uniquement sur l'année 2015, ce n'est pas terminé. Donc on est vraiment en train d'accélérer. Vous êtes, le conseil, en train d'accélérer les ventes. On couvre à peu près le même nombre d'employés uniquement sur cette année. Un petit peu moins de sites et par contre 5,5 millions de pointages. 5,5 millions de pointages, c'est quasiment la moitié de ce qu'on a fait en 4 ans en moins d'une année. Donc c'est énorme, c'est génial pour nous parce que vous nous abreuvez un carburant et on peut vraiment commencer à travailler avec ça. Tout ce carburant est concentré dans une base de données, un ou plusieurs serveurs qui sont chez Amazon en Irlande, pour ceux qui ont suivi les péripéties récentes de l'été. Et donc ces données Mouvoir, elles sont codées dans l'informatique en 0 et 1. Un 0 et un 1, ça s'appelle un bit en informatique. Est-ce que vous savez combien de 0 et de 1 cette masse d'informations représente? Est-ce que vous avez une idée de un chiffre de Milliards. C'est 858 milliards de bits. 858 milliards de 0 et de 1. Ça, c'est masculin. Donc c'est... Voilà. C'est folle, Et donc 858 milliards, c'est un chiffre tellement énorme qu'on a du mal à se le représenter. Alors on va faire un petit exercice rapide. Je prends un livre de poche classique, les hauteurs de lettres, c'est à peu près 3 mm. J'empile les 0 et les 1. Je pars de Saint-Gély. Selon vous, j'arrive à Lille. Jusqu'à Montpellier, jusqu'à Lyon, jusqu'à Paris, jusqu'à Marseille, jusqu'à Malaga. C'est une idée? Jusqu'à Lyon. Lyon? Paris? Non, c'est hors de France, Malaga. On fait 3 allers-retours terminés. 3 allers-retours terminés. Ça tombe bien, on est en train de construire une fusée, donc c'est parfait. On va pouvoir faire un peu de tourisme. Donc, uniquement sur la partie Mouvoir, vous vous rendez compte que pour nous, c'est une mine d'or à la R&D, au-delà du chiffre d'affaires, des objectifs, etc. C'est vraiment une mine d'or et on est les seuls à posséder cette information. On ne la partage pas. Donc, c'est vraiment un avantage concurrentiel fort et c'est aussi pour ça que c'est un risque mesuré qu'on prend à la R&D de lancer ce département-là. Mais notre fusée elle ne fonctionne pas qu'au carburant Mouvoir. Vraiment, l'objectif pour nous, c'est de se nourrir de tous les carburants à notre disposition, carburant de la data. On va se nourrir de toutes les informations autour de la route, du domaine de la route. Bizarrement, on a un partenariat avec TomTom. C'est pas anodin non plus sur la partie R&D, puisqu'on va pouvoir récupérer du trafic routier. Des informations après peut-être un peu plus publiques sur la qualité de l'air, ou sur la santé, avec des pics de grippe, des épidémies, de gastroentérite, de rhume, des périodes de grève nationale récurrentes, par exemple à la SNCF, on est quand même champion du monde là-dessus. Et ces données-là, on a des plateformes, soit on a des partenariats avec des entreprises privées type TomTom pour récupérer ces informations. Après, toutes les qualités de l'air, le domaine de la santé, les grèves nationales, la France fait d'énormes efforts. Il y
il reste encore des choses à faire, mais il fait d'énormes efforts pour avoir une plateforme qui s'appelle Open Data, opendata.gouv.fr, et qui permet d'avoir accès à des données publiques, rendues publiques par l'État français. Voilà, en Allemagne, en Europe, tout ce qui est États-Unis, ils sont à des années-lumière de nous, donc vraiment on se nourrit de ces informations et on les collecte, des périodes d'affluence. Et qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Vraiment, l'objectif de la R&D pour nous, c'est vraiment de donner du sens aux données. C'est une illusion marketing de croire qu'on va mettre trois mathématiciens dans une salle, des gros ordinateurs et que ça va marcher tout seul et que Terminator va être créé, comme dans le film. On a vraiment besoin de gros travail, de vraiment cette triple compétence pour pouvoir donner du sens aux données, essayer de trouver des liens. Est-ce qu'il y a un lien entre un pic d'absentéisme sur site et une période de gastroentérite? Donc voilà. Les gens qui ont ce type de maladie-là ont plus de risques d'être en retard au travail, voire d'être absent de façon subite. Et si on arrive à créer du lien entre ces informations, à le retranscrire à nos clients via des outils performants, ça permettra aux gestionnaires de compte d'anticiper les éventuels problèmes extérieurs sur leur activité. Extérieur, c'est encore plus important pour des clients comme les nôtres qui sont sur le terrain. Donc on donne du sens à ces données, on les compile, on donne de nouvelles données qui apparaissent par corrélation entre ces informations-là. C'est vraiment des choses, on est vraiment dans la recherche fondamentale, donc c'est compliqué à comprendre, il faut être très bon en maths, très bon en informatique, et nous on fait des choses simples, visuelles et efficaces. Donc on a également un troisième besoin, c'est vraiment un des objectifs phares aussi, ça s'appelle la data viz, pour data visualization. Il faut créer de nouvelles façons de visualiser les données, au-delà de simples histogrammes, des petites gauches, on a vraiment besoin de créer de nouvelles façons de voir l'information et de la comprendre de façon intuitive sans avoir besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Donc c'est un de nos trois challenges et on travaille tous les jours avec ces trois objectifs en tête, notamment avec Cyril. Et donc, pour continuer la visite, je vais passer la main à Cyril qui va montrer un des travaux en cours et une des pièces de puzzle qui est en cours de création. Une seule pièce. Une pièce. Une seule pièce. C'est une visite pour le moment. Hein. Donc, entrons dans la matrice ici. Donc, comme vous l'aurez compris avec les présentations de cette matinée, nous sommes en face d'une grande quantité de données. Pas forcément très parlante au premier abord, et voilà, pas forcément très parlante au premier abord, mais il va falloir vraiment interpréter. Et si on regarde de plus près, ces données, on se rend compte qu'elles sont structurées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été collectées, ces données collectées depuis plusieurs années n'ont pas été stockées n'importe comment. Elles ont été triées, classées, afin de faciliter leur analyse au travail. Ce sont des données qui véhiculent de l'information relative à notre activité, le suivi d'activité, justement, et qui vont contenir l'information sur des données métiers qui traduisent l'activité sur les sites ou l'activité d'emploi. Afin de mieux s'en rendre compte, on est d'abord obligé d'interpréter ces données. On se rend compte qu'on va apparaître des dates, des partages, on a des codes clients, des codes sites. Le premier travail qu'on a effectué, c'est d'abord d'extraire les données pertinentes, ces données, celles qui sont les plus parlantes. Donc après avoir donné du sens en fonction de ce qu'on veut analyser, on va sélectionner les données qui contiennent l'information, mais également celles qui sont fiables et en quantité suffisante pour réaliser des analyses. Donc toute cette partie de pré-traitement, c'est pas anodin, puisque ce qu'on appelle pré-traitement en analyse des données, ça représente plus de 50% du temps qu'on passe en analyse. Une fois qu'on a des données fiables, on va pouvoir donc les analyser. Et à partir de là, on peut s'appuyer sur différentes théories. Alors, sur quelle méthode s'appuyer? On peut dire que ça va dépendre de l'angle sur lequel on va observer nos données. On a vu qu'on a des données temporelles, donc on pourrait très bien représenter l'activité d'un employé en même temps. On va apparaître une sorte de schéma numérique qu'on pourrait assimiler à un signal numérique. Et à partir de là, s'appuyer sur tout ce qui est théorie de l'information, notamment le traitement du signal. Le traitement du signal, il y a des milliers d'applications. Les applications courantes, c'est par exemple l'encodage de la voix et sa transmission. Quand vous téléphonez derrière, il y a du traitement du signal. Et même pour la vidéo, quand on regarde le film. Et pour revenir à nos données,
notre projection des données dans le temps, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser à une autre échelle. Donc on va découper notre axe des temps à l'échelle de la semaine. Et quand on superpose nos différentes séries de données, on va apparaître une répétition de séquences, des séquences régulières. On pourra assimiler à ce moment-là des séquences ADN. Et là, s'appuyer sur tous les outils en bioinformatique. La bioinformatique, c'est les méthodes utilisées pour l'analyse de l'ADN, comme le séquençage du génome humain ou encore l'étude de la théorie de l'évolution des espèces. On peut encore zoomer sur nos données et s'intéresser maintenant à l'échelle de la journée. Mais cette fois, on ne va plus les représenter dans le temps seulement sur un axe. Notre journée, on va la découper à la minute, donc 1440 intervalles, qui vont représenter chacun de ces intervalles une dimension de notre espace. Donc les données relatives à nos journées, on va les projeter dans un espace à 1440 dimensions. Donc on ne se représente pas ça tous les jours, mais heureusement, on a des méthodes statistiques qui vont permettre à maintenant de projeter cet espace à 1440 dimensions dans un plan, le plan le plus discriminant, celui qui va éclater les données pour permettre de mieux les visualiser. Donc ici, on a bien nos deux axes, donc le plan discriminant. La troisième dimension n'étant juste qu'un calcul de densité. Donc plus il y a de points, et plus l'élévation est grande. Sachant que chacun de ces points représente une journée. Donc ici, nous avons un planning à la semaine. Ici, nous avons les journées, nous avons les lundis. Ici, ça représente les vendredis, puisqu'on voit qu'on a des nuages de points compacts qui se détachent. Ici, on a une zone plus dense, c'est tout simplement parce que nous avons des mardis et des jeudis qui sont été regroupés sur ce. Ici, on a une zone très dense, et pourtant, on ne voit que 4 points. Est-ce que vous avez vu une explication à ça? Pourquoi 4 points? Pourquoi 4 points? Il n'y a pas uniquement 4 points, en fait, ici, il y a énormément de points, mais ils sont tous confondus. Donc les journées qui sont identiques à la minute près, c'est les journées des étapes de pointage. Comme tu l'as dit, c'est les week-ends, les absences. Ah bah voilà. Franchement, Une petite barrette. Bon, on voit quand même qu'il y a quand même 3 autres points qui sont légèrement décalés. Donc des journées qui sont proches de 0 en temps de travail. En fait, ça, c'est des comptages partiels. Donc là, on a fait rapidement 3 représentations des données dans le temps. Mais malgré que ce soit dans le temps, ça reste une vision statique de nos données. On peut aussi s'intéresser à la dynamique avec l'analyse des séquences de tâches, l'enchaînement des tâches lors d'une prestation. Pour visualiser ces séquences, on a calculé ce qui s'appelle un graphe de Markov. Avec, on voit pas ici, on a un début, une fin, qui correspond au début et fin de prestation. Chaque tâche est représentée ici par un cercle, et dès que 2 tâches se succèdent, on les réduit par un arc. Le pourcentage sur ces arcs, plus le pourcentage est élevé, plus cet enchaînement de tâches qui a été observé dans les données. Alors ici, c'est les données de CRISPR-Net, où on voit d'un côté un petit graphe, c'est l'activité biomobile, et ici, c'est les empreintes. Nous, ce qui va nous intéresser dans ce type de graphe, c'est de rechercher les chemins les plus récurrents. Et par exemple, ici, ce qui va nous intéresser, c'est cette étape, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de chemins qui convergent vers un état presque final. Donc ça, c'est la partie suivante, en fait, qui va être l'analyse des résultats et de comprendre ce qu'est cette étape et pourquoi on a des puissances. Donc aujourd'hui, tout ce qui a analyse des résultats, ça restera côté avril. Je vous en dirai pas plus. Alors ça, c'est intéressant, c'est une activité. Donc, quand on le fait tout à l'heure, vous voyez, c'est le pourcentage qui varie et je pars ainsi. Là, c'est une activité qui est complètement différente. C'est j'arrive sur un lieu, je fais un certain nombre de choses, des tâches, et j'en repars. Et ça, c'est l'interprétation des séquences qui arrivent, qui vont se dérouler. C'est pour ça que on a tout un tas de parcours possibles pour essayer de déceler comment le personnel finalement va se comporter dans ces activités quotidiennes. Bravo Cyril, hein. Comme je disais, on est vraiment en train d'essayer de donner du sens à ces informations, donc on les modélise. C'est vraiment un état intermédiaire, une des pièces de notre cerveau, qui n'a pas vocation à vendre des schémas de Markov. Markov est un brillant mathématicien. Et donc, nous, on travaille là-dessus parce qu'on connaît ces théories, on les utilise, on essaie d'appliquer certaines des lois
mathématiques qui ne sont pas appliquées à nos analyses séquentiques, comme les endroits retraite, pour essayer d'en tirer des liens, des compréhensions, et ensuite les mixer avec d'autres données. On commence, pour le moment on ne trouve pas, on cherche, on commence à comprendre certaines choses que personne d'autre n'a ce type de démarche, vraiment parmi les différents employeurs d'ailleurs, en tout cas dans notre métier. Et donc voilà, on ne peut pas en dire plus pour le moment, parce qu'il y a une notion du secret sur ce type d'information. Mais pour ne pas vous laisser sur votre faim, on va vous faire visiter une dernière pièce où on va s'intéresser également à l'enchaînement des informations, mais sur un site, enfin sur plusieurs sites. Chaque salarié travaillant sur un site. Un site étant géolocalisé, longitude-latitude, on se base sur l'adresse, sur la V6 automatique, sur la V4, on a des algorithmes qui tournent pour géolocaliser automatiquement tous nos sites, et on s'est dit, troisième objectif, arriver avec des schémas compréhensibles pour le commun des mortels, avec beaucoup de sens, de façon quasi intuitive, sans avoir fait d'études, on doit comprendre. Même un enfant ou un adolescent doit comprendre et se dire, tiens, je sens qu'il y a tel ou tel type d'information. Je ne sais pas l'expliquer, mais je le vois. Et donc, on travaille sur des nouvelles façons de modéliser des informations. Donc, on va prendre l'exemple d'un groupe, Sofinor. Sofinor, on va prendre son activité uniquement sur les 6 premiers mois de cette année. On va extraire ces 6 mois d'information. Plus de 7 000 employés, presque 3 000 sites en France, 144 000 pointages et 106 000 absences. Et donc, on s'est dit, on va essayer de trouver une façon de modéliser l'information qui apparaîtra un jour dans la fusée ALD et donc dans les produits que vous reconnaître. Et on va essayer de répondre de façon intuitive à 2 questions. À quel rythme les employés travaillent-ils sur tout le territoire national? Au-delà d'un simple tableau avec des indicateurs aussi forts sur tri, comment on peut le visualiser? Et quelle est la répartition des travailleurs sur le terrain? Et donc on a travaillé sur un système de cartographie. On ne s'est pas arrêté à un simple Google Maps où on zoome des zooms et on pose des points. On a animé tout ça. Et ça crée vraiment, ça permet de visualiser l'activité de Sofinor. On se base sur les données statiques, donc les informations de la base de données, on étudie l'altitude, les temps, les types de prestations, on fait le filtre là-dedans, on applique les différents algorithmes. Et ensuite, on lance la musique. Et donc on se rend compte, en bleu vous avez les présences, en rouge vous avez les absences, c'est le tout Sofinor qui vit en direct devant vous sur les 6 premiers mois de l'année. C'est national? C'est national. Donc on se rend compte qu'on est vraiment bien implanté dans le nord-ouest de Sofinor, c'est normal, pour ceux qui connaissent le compte. Bordeaux étant encore à améliorer, on va zoomer un petit peu sur la partie de Montpellier. Donc là j'ai fait un film parce que je n'étais pas sûr d'avoir l'intérêt, mais on a cette information en direct. On se rend compte sur Montpellier, c'est dommage l'éclairage. Donc on se rend compte sur Montpellier que dans le centre ça va plutôt pas mal, mais qu'on a un point par là qui clignote régulièrement en rouge. On va zoomer encore un petit peu. Peut-être de mettre plus fort, peut-être pour le mesurer, pour en contraste. Ouais, alors je vais essayer. Donc le rouge, en fait, on se rend compte là, si on est au niveau de l'aéroport de Fréjus. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de configuration de ce matériel ou autre? Typiquement, le chargé de clientèle ou le responsable du compte va pouvoir appeler et demander. Donc je vais ça va plutôt bien. On va remonter sur la région nord-ouest. On se rend compte que Paris, c'est vraiment, on est dans le rouge, il y a encore pas mal d'améliorations. Bordeaux, Limoges, Lille, et toute la partie Est est vraiment encore, est-ce qu'ils sont complètement, après vous mixez avec vos informations à vous, est-ce qu'ils sont déployés, est-ce qu'il y a encore des configurations, etc. C'est énorme. Et là encore, vous avez vraiment, vous avez vraiment une représentation intuitive de l'information. Personne dans le monde ne fait ça. Personne. Ou alors, c'est impressionnant. Ça, c'est les données. Sauf qu'il y a réel. Là, je suis pas c'est super bizarre que ce soit pas là. sur Mars, On passe le. si oui, vous le refaites. Ouais. Là, hop. Voilà, là on voit bien.
Donc là, à mon avis, on est pas loin de Limoges et de Bordeaux. Est-ce qu'ils n'ont pas des soucis de configuration ou d'import ou je ne sais pas quelle est la filiale, est-ce que c'est des textes ou autre? Non, mais tous, ils sont sur le territoire. Donc ils sont sur le territoire, donc, voilà, là vous vous rendez compte. À mon avis, les plus anciens sont vraiment au nord-ouest. Donc c'est eux qui ont plus tendance à bien utiliser le site et à bien pointer. Là, comment? C'est pas sensible, non, non, non. Et parce que l'aéroport. Je prendrai les extraits, donc moi, et je sortirai le nom du client. Voilà. Ils ont trouvé toi, C'est pas gentil, Ils ont pas fait. Donc pour moi, la première fois qu'on a vu ça, c'était juste fabuleux parce que ça m'a vraiment fait penser au rythme cardiaque. Le sang, le qui arrive en rouge, le bleu qui ressort. On est vraiment, c'est de la science-fiction, mais pourtant on est, voilà, le futur c'est maintenant, on est dedans. Et ça, on va être capable de modéliser l'information. Et là, il y a le petit plaît ici. Je passe à la suite, oui, on a des gens à Bruxelles, voilà, on sort du territoire. Je vous laisse c'est beau. Ah, mais c'est cool. Non, mais c'est intéressant, mais c'est passionnant. Je vous propose un deuxième exemple. Mais cette fois-ci, on va élargir, on va prendre toute l'activité du groupe Mova. Uniquement sur le mois de juin, sur les 3 premières semaines de juin. Donc, uniquement sur les 3 premières semaines du mois de juin, on a près de 345 000 comptages, 267 000 absences, on commence à couvrir pas mal d'employés, uniquement sur le mois de juin. Et là, je vais vous poser 2 questions, toujours après je vous montre la petite carte. Est-ce que vous avez, parce que vous travaillez dans une boîte informatique, donc c'est quand même assez virtuel, vous ne construisez pas des maisons à la fin de l'année, j'ai construit 200 maisons, j'ai bien bossé. Là, j'ai vendu X licences, c'est un peu frustrant, en tout cas moi, en tant qu'informaticien, c'est frustrant cette virtualisation. Est-ce que vous avez une idée, comme on peut avoir la couverture du réseau 3G via l'ARCEP, est-ce que vous avez une idée de la couverture nationale des produits nouveaux, en tout cas de la vente de nouveaux? Est-ce que vous avez une idée des régions qui ne sont pas encore évangélisées? Qui restent à construire? Parce qu'à il n'y a rien. Au-delà des zones avec une topologie particulière. En France métropolitaine. Ah, peut-être le sud. Non, même pas. Autant pour moi, c'est dans le nom. Ah, alors. Vous n'avez pas l'idée? On va regarder le fruit de votre travail. Attends, ça va démarrer. Voilà. Et l'espagnol, c'est. Donc, vous exposez la France. On a éventuellement un petit trou ici entre Dijon, Bourges et Troyes. Voilà, ici on a moins qui manque ici. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, est-ce qu'ils ont un besoin, est-ce que c'est les montagnes? Mais vous voyez, voilà, toutes les grandes métropoles qui doivent partout. En bleu, ça veut dire que c'est configuré que dans le pointe, il arrive. En rouge, c'est éventuellement, alors est-ce que les planifiés sont pas là, il y a uniquement un comparatif entre les absences et les présences. Le sud, on est plein pot. On voit que l'Espagne commence à décoller, tout simplement, mais forcément sur la côte, parce que c'est plus pratique. Ils ont Algérie, c'est rouge. Mais c'est pas sur la plage, là. Sur la plage, Algérie. Dézoomons un petit peu. Donc on est vraiment sur l'Europe. Mais il y a quelque chose en Amérique. Ça commence à clignoter un petit peu en Amérique, ponctuellement, là, on est jamais allé prospecter ce marché, un petit peu en sud du Mexique. Sur certaines îles. C'est qui la tour qui est partie là? C'est la main qui s'est marquée là. Donc, revenons un petit peu sur Montpellier, sur notre région, on voit qu'on est bien, uniquement sur le mois de juin, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a au Mexique? Parce qu'à part le Canada, je vois bien que c'est des Mexicains. Non, après, c'est peut-être les gens. Il faut regarder sur le CR. Donc, on voit qu'on a une couverture quand même nationale qui est géniale. Donc, on fait des essais, on n'y arrive pas toujours, mais on commence vraiment à évangéliser, en tout cas dans le secteur, la parole de foi. On avance en tout cas. Ah ben ça, je vais le présenter à Tom.
Alors moi, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Ça donne du sens à tout. Non mais c'est important, c'est-à-dire qu'en avant-vente, vous devez faire du chiffre, des comptes, du bon récurrent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des chiffres, ça veut dire aussi beaucoup de data. Ils ont besoin de data, ils ont besoin d'ingurgiter de la donnée régulièrement. Donc on a des besoins financiers, mais on a des besoins aussi pour demain, quoi, en fait. C'est ça. Plus on aura de data et plus on aura de la valeur. Donc, et je trouve ça passionnant. Donc juste avant de vous laisser pour aller voir l'enron qui est dehors qui nous attend, je vous demande juste quelques secondes d'attention. Voilà, quelques secondes d'attention, est-ce que vous pouvez fixer cet écran pendant encore 10 secondes et après je passe à la suite. Sorry.